Professeur Marc-André Selos, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes professeur du Muséum de Paris, à Jussieu. Vous dirigez plusieurs équipes de recherche en France, en Pologne et au Brésil. Et votre formation est la biologie. Donc, vous êtes aussi spécialiste de l'évolution. Et j'aurais voulu savoir, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis les lois darwiniennes? Ah, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Oui, parce qu'on parle souvent du darwinisme, comme si on traînait finalement dans un cadre conceptuel qui est celui du milieu du 19e. Et en fait, on vit réellement dans le néo-darwinisme. Darwin a introduit l'idée d'un tri. C'est-à-dire que parmi toutes les formes qui existent à un moment, certaines survivent mieux que d'autres, ont plus de descendants que d'autres, et qu'au tour suivant, donc, en résultat de ce tri, il y a eu un changement, et ce changement, c'est l'évolution. Alors ceci étant posé, depuis Darwin, il s'est passé plein de choses. D'abord, on a commencé à mieux comprendre la source de la diversité, parce que Darwin, en gros, en triant, ne créait pas de diversité, il la retranchait à chaque génération. C'est la mutation, et en fait, ce qu'on a incorporé au darwinisme, c'est une vision génétique de la mutation et de cette information qui est transmise de génération en génération. Donc on a un peu réconcilié les travaux de Mendel, en fait, avec ceux de Darwin. Puis ensuite, on a commencé à ajouter des couches un tout petit peu différentes. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de très important dans l'évolution, c'est que des organismes qui sont apparentés, c'est-à-dire qui partagent beaucoup de gènes, peuvent coopérer. C'est ce qui se passe chez les abeilles, par exemple, ou qui sont très apparentés et qui se mettent à travailler ensemble. Donc on a vu émerger ce qu'on a appelé la sélection de parentèle. On a vu aussi émerger l'idée, elle n'est pas occidentale, celle-là, qu'il y a des choses qui sont neutres dans l'évolution. Elle est venue avec, c'est la théorie neutraliste de l'évolution, elle est venue du Japon pour le coup, avec cette idée qu'il y a des choses, par exemple dans notre génome, qui ne sont ni positives ni négatives, donc qui restent par hasard. Et qu'il y a des choses qui sont présentes par hasard et pas simplement comme étant le résultat d'un tri. D'ailleurs, ces choses qui sont présentes par hasard, elles sont du coup très différentes d'un individu à l'autre, puisqu'un petit peu n'importe quoi fait le même effet, et c'est ce qui permet d'identifier les gens. Les méthodes de la police scientifique sont basées sur l'extrême variabilité de ces régions de notre génome qui finalement n'ont pas un rôle direct et ne sont pas soumises à la sélection, donc triées. Et puis, et ça me touche beaucoup parce que ce que je travaille, moi, je travaille beaucoup sur des exemples d'espèces qui interagissent et qui vivent ensemble, ce qu'on appelle les symbioses. On s'est aperçu qu'en fait, dans l'évolution, il y a beaucoup de fois où des organismes se rapprochent. Alors ça, on l'a su très tôt en comprenant que les lichens étaient faits de champignons et d'algues. Mais on a découvert par la suite que des choses comme l'homme étaient le produit de telles associations d'espèces qui commencent à coopérer et à être en union transmissible de génération en génération. Bon, c'est l'origine de nos mitochondries qui sont d'anciennes bactéries. Nous sommes le produit de l'union de cellules qui, à un moment, ont avalé des bactéries qui leur ont permis d'ailleurs d'acquérir la respiration. Et donc on a vu une évolution qui n'est pas du tout là d'une évolution darwinienne. Chez Darwin, une espèce ancestrale donne deux espèces, mais le processus que je vous raconte, et qui s'est passé dans notre propre évolution, c'est que deux espèces finissent par être tellement intégrées l'une à l'autre qu'elles n'en forment plus qu'une seule. Donc l'individu, c'est finalement quelque chose d'assez complexe d'un point de vue biologique. C'est pas quelque chose de stable d'abord? L'individu est stable. Le problème, c'est que d'abord, il n'est pas stable pour l'évolution. La première chose qu'on fait, ça c'est ce que nous racontent nos cours de lycée, la première chose qu'on fait quand on fait des descendants, c'est de jeter la moitié de nos gènes et de faire un ovule ou un spermatozoïde qui n'en contient qu'une moitié de nos gènes, et qu'on associera à une autre moitié venue du partenaire. Bon, donc l'individu, il est par exemple, il ne se reproduit pas, contrairement à une expression souvent utilisée. Il produit des descendants qui sont partiellement semblables, mais différents. Et vous voyez que ça donne le matériau de l'évolution. Ça crée un différent, et ce différent pourrait être sélectionné ou non. Donc, il n'est pas stable dans le temps, et puis ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il est multiple. Il est multiple avec des couches profondément soudées et héritées des bactéries que contiennent par exemple les humains, mais qui sont tellement dans leurs cellules que c'est presque un effet de manche que de dire que ce sont des bactéries et que c'est une symbiose. Alors cette évolution qui est si labile et étonnante, est-ce que ça va toujours dans le sens du progrès? Ça, c'est une notion très occidentale. Darwin, si vous me permettez, n'a pas laissé des traces très claires de sa pensée à ce sujet. Il a dit tout et son contraire à propos de sa vision de l'évolution comme un progrès ou pas. Nous avons une vision du cours des choses, et notamment du cours de l'histoire, qui est positive, qui va dans le sens d'un progrès. En réalité, c'est largement une question de lecture. Et puis il faudrait savoir ce que c'est que le progrès d'ailleurs.
mais ce n'est pas du tout la mentalité des Orientaux qui, par exemple, je le disais au début, ont été très facilement capables d'imaginer une théorie neutre d'évolution et que des choses qui existaient n'étaient pas un produit de sélection. Donc elles ne répondaient pas à une cause. C'est une pensée orientale, ça. Je pense qu'ils ne sont pas construits comme nous autour d'une vision de l'histoire progressive. Il y a beaucoup de civilisations où l'histoire est une boucle. Pensez au calendrier Maya. Hein. Et je ne suis pas spécialiste de civilisation, donc je n'ai surtout pas m'avancer sur le terrain, mais il y a beaucoup de civilisations où le cours du monde est une boucle, donc il n'y a pas de progrès puisque vous allez revenir au même point. Bon. Je vais vous donner un exemple d'une chose qui paraît un progrès. Quand l'homme a commencé à domestiquer les céréales et à manger beaucoup de céréales, évidemment, on a eu beaucoup plus d'amidon que lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs avec une alimentation diversifiée. On a commencé à avoir besoin de digérer cet amidon. Or, l'amidon, il est en fait de grains, surtout sur les variétés sauvages ou les premières variétés domestiquées de céréales, de grains d'amidon qui sont très compactés. Il faut donc vraiment bien digérer ça et commencer le plus vite possible pour récupérer tout le sucre de l'amidon. Et ça a sélectionné des individus surproducteurs d'amylase salivaire. Alors ça, c'est une expérience qui s'est faite toute seule. Dans toutes les civilisations où on a adopté les céréales, on a des individus qui ont de très nombreuses copies des gènes d'amylase salivaire qui permettent d'avoir de très nombreuses protéines digestives, donc de très nombreuses amylases salivaires, et d'entamer rapidement la digestion. Bien plus que dans toutes les populations de chasseurs-cueilleurs qui, dans le même temps, gardaient le phénotype ancestral avec 4 à 6 copies, alors que vous et moi, on est dans des civilisations où on a plutôt 5 à 7 copies, jusqu'à même une dizaine de copies chez certains individus, copies par chromosome. Alors vous allez me dire, c'est génial, voilà un progrès. Ben oui, mais sauf qu'une fois qu'on a eu non seulement beaucoup d'amidon dans la bouche, mais beaucoup d'amylase dans la bouche, eh bien on a vu apparaître quelque chose que nos ancêtres du néolithique ne connaissent pas, que les chasseurs-cueilleurs ne connaissent pas, la carie. Donc on digère mieux, mais on vit moins bien. Il est où le progrès? Il est clairement un progrès par rapport au nombre de descendants qu'on peut faire, puisqu'en se nourrissant mieux, on fait plus de descendants. Alors effectivement, le trait a été fixé, mais en qualité de vie, il est où le progrès? Et il en va de même de toutes les résistances aux maladies qu'on voit apparaître. De toute façon, ça va juste sélectionner une maladie, un virus, une bactérie qui va contourner cela. Il n'y a pas de progrès, c'est une course perpétuelle. Mais à vous entendre, la biologie n'est-elle pas finalement méta-médicale? N'est-elle pas avant la médecine? Je ne sais pas si vos collègues aimeraient entendre ça, mais pour moi, la médecine est une branche de la biologie. Chaque fois qu'elle ne l'est pas, elle se prive d'une source d'inspiration utile. Pour un biologiste, il est évident qu'une femme enceinte qui n'a pas de fer, c'est une adaptation parfaite dans un contexte où le système immunitaire doit être déprimé pour les tolérances fétales, pour la tolérance du fœtus, à résister aux microbes. Vous créez un écosystème, parce que pour les microbes, nous sommes un écosystème. Vous leur créez un écosystème carencé en fer, ils ne peuvent pas s'installer. La carence en fer est une protection. Et nous, on leur en donne. Si vous voyez ça du point de vue des besoins en fer, c'est vrai que ça cause des problèmes. Mais réfléchissez que si vous leur en donnez, si vous donnez aux femmes enceintes du fer, d'un autre côté, vous allez les fragiliser par rapport aux atteintes microbiennes. Je ne crois pas que ça, beaucoup d'entre nous le savent. Non, et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée, mais je veux dire qu'il faut bien comprendre que ces traits qui sont fixés ne sont pas apparus par hasard. Pour le coup, comme il y a un problème qui est lié à ça, on le voit bien puisqu'on résout ce problème, on permet à la femme carencée en fer d'avoir peut-être plus d'énergie quand elle... Enfin, vous savez très bien pourquoi on prescrit du fer. Donc on voit qu'il y a des aléas qui sont liés à ça. Si de tels aléas ont pu être sélectionnés, c'est que c'était le prix à payer pour quelque chose qui était plus positif. Si on le gère par ailleurs, le problème des atteintes par les maladies des femmes enceintes peuvent être gérées d'une autre façon. Après tout, on vit dans un milieu protégé, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien réfléchir que tout ce qui a un prix ne peut pas persister de façon neutre, mais parce qu'il est sélectionné. Pourriez-vous m'indiquer quelles sont ces pressions de sélection? Alors les pressions de sélection, elles sont multiples. Elles peuvent venir du milieu physique. Je reviens sur la peau des individus qui sont plutôt noirs au sud, plutôt blancs au nord, modulo les changements actuels, les déplacements actuels de population. Au sud, c'est les cancers de la peau qui nous sont promis si on n'a pas de photoprotection par la mélanine. Et on le sait très bien en voyant les problèmes des populations australiennes d'origine européenne qui ont des problèmes de cancer de la peau sous les installations tropicales qu'elles subissent. Quand on monte au nord, eh bien, on sélectionne des peaux claires parce qu'il y a ce problème de synthèse de la vitamine D qui nécessite de la lumière dans la peau et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc du coup, on tolère une peau plus claire parce qu'il n'y a pas trop de lumière et il vaut mieux qu'elle soit claire parce que ça permet de faire de la vitamine D. Alors,
Vitamine D qui se fait de toute façon sous latitude tropicale, quelle que soit la couleur de la peau. Ça, c'est une contrainte abiotique, et pour le coup, vous voyez dire, ça ne fait pas changer très vite l'humanité. Bon, d'accord. Il y a autre chose qui court beaucoup plus vite, c'est les microbes. Ils ont des temps de génération courts, leurs populations sont énormes, donc ils explorent des tonnes de mutations, et on sait très bien, et qu'à voir pour la grippe, qu'ils varient sur des pas de temps qui peuvent être des pas de temps lors de l'année. Alors là, il faut s'adapter à ça. Nous avons notre système immunitaire qui, jusqu'à un certain point, peut trouver des parades, et puis de temps à autre, eh bien, on a des purges par sélection. On a des purges par sélection, et pour réaliser comment toutes les maladies qu'avaient accumulées les Européens avaient tué en fait des gens, ou les avaient privés de descendance, vous pouvez vous représenter ce qui s'est passé quand les Européens sont arrivés avec leurs maladies en Amérique, où ces maladies n'existaient pas, et où les gens sont morts face à des conquistadors, ou de simples agriculteurs d'ailleurs, qui étaient sains apparemment, mais qui étaient des porteurs sains de la grippe, des oreillons. C'était des choses dont on ne pouvait même pas voir qu'ils les avaient. Et bien, ces gens sont morts. C'est 90 à 200 millions d'Amérindiens qui sont morts, pas sous les coups de fusil ou sous les coups de glaive des Européens, mais juste parce qu'ils ont brutalement rattrapé ce retard sélectif que nous avions eu au fur et à mesure que nous avions attrapé les oreillons, la tuberculose, la rougeole, etc. Ça va très vite. Et puis il y a la dernière couche qu'ajoute l'homme, qui est la couche culturelle. Quand on change ses habitudes, ce n'est pas les mêmes individus qui sont adaptés. On peut l'évoquer par exemple, on l'évoquait par exemple avec l'obésité, qui est aujourd'hui une réponse de maladaptation à un nouveau régime alimentaire. Mais ça, c'est un trait culturel. Alors en face, du coup, autant les pressions de sélection sont naturelles, biotiques ou abiotiques, ou culturelles, autant en face, les réponses peuvent être biologiques. Nous continuons d'être sélectionnés, mais elles peuvent être aussi culturelles. On peut vacciner, on peut avoir des pratiques qui nous évitent d'attraper des microbes, ou on peut compléter la nutrition en vitamine D d'un individu à peau noire qui vit près du cercle polaire. Donc il y a aussi une évolution culturelle qui maintenant contribue à notre adaptation. Ce qui fait que pour revenir sur l'envergure de la biologie, l'évolution culturelle, c'est un trait de l'évolution biologique. En tout cas, ça évolue pareil. La culture. Il y a des gens qui font des essais, il y a des essais qui sont vraiment merdiques, et il y en a d'autres qui sont des façons de faire différemment la même chose. Il y a bien à côté de chez vous 2 boulangeries qui sont aussi bonnes, hein. Et puis il y en a d'autres qui sont réellement des idées intéressantes et qui vont être fixées par une sélection, que vous pouvez appeler une sélection culturelle, mais qui est juste le fait que les choses qui marchent ont plus de descendants et se propagent et envahissent le monde. Donc on n'en sort pas. Disons que la biologie fournit des paradigmes qui peuvent inspirer d'autres disciplines. L'évolution des plantes sur lesquelles vous travaillez, est-ce qu'elle interagit avec l'évolution humaine? Sur les plantes, je pose les mêmes questions que celles que je viens... Bon, et il se trouve que là, mes équipes de recherche essaient d'y répondre. Vos plantes vous ont-elles appris quelque chose sur nous? Mes plantes sont le moyen d'explorer comment les microbes façonnent le fonctionnement, l'alimentation, les défenses, le développement des organismes. Et du coup, elles me préparent comme enseignant, ou dans des discussions comme celles que nous avons, à avoir la même grille de lecture de tous les organismes macroscopiques comme des écosystèmes microbiens. Après, elles m'ont aussi appris ces plantes, parce que certaines sont des plantes cultivées, elles m'apprennent aussi comment les plantes elles-mêmes font partie de notre environnement évolutif et ont pu sélectionner des traits chez nous autres. Par exemple, il y a une histoire que je ne résiste pas à l'envie de vous raconter, parce que c'est une histoire d'adaptation, et en fait c'est une adaptation par des microbes. La diazéine du soja est un analogue, c'est un phytostéroïde, hein, qui va interagir avec les récepteurs des stéroïdes, qui dans les populations européennes est plutôt cancérigène. Mais les populations asiatiques ne sont pas sensibles à ça. La diazéine chez elles est transformée par une bactérie qui est très fréquente là-bas dans le tube digestif des gens, en S-équol, qui au contraire, qui se lie aussi au récepteur des stéroïdes, mais qui au contraire, lui, protège contre les maladies de l'âge chez la femme, comme les symptômes d'ostéoporose, ou contre des actions cancérigènes. Donc, on a ici des populations qui sont adaptées, alors pas par leur évolution propre, mais par des microbes qui ont raconté leur tube digestif, qui sont adaptés à des toxines du soja qu'elles consomment, alors que les Européens, eux, ne l'étaient pas. Bon, maintenant, on fait des sojas sans diazéine, donc la chose est résolue par des pratiques culturelles, pour le coup. Mais vous voyez que finalement, on a ici des traits des populations asiatiques qui résultent largement de leur alimentation. Professeur Selos, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien, fort intéressant.